Ravi de vous retrouver en direct du Forum Innovation Défense. Alors depuis janvier dernier, les premiers ressortissants français rapatriés du sol chinois, le ministère des Armées est fortement mobilisé pour lutter contre la Covid-19. Hôpitaux militaires, laboratoires, centres de la direction technique de la DGA, soutien logistique pour le matériel, transport de patients malades. L'opération Résilience a vu le jour une semaine après le début du confinement et n'a jamais cessé. C'est à la fois une performance, mais aussi beaucoup de réactivité et d'agilité dont les forces ont su faire preuve, et l'on va voir comment, évidemment. Au-delà des opérations, le ministère des Armées a engagé une vaste démarche d'innovation. Dès le 19 mars, l'Agence de l'innovation de défense a lancé un appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre la Covid-19. Le ministère des Armées a ainsi démontré son rôle central en matière d'innovation technologique et sa capacité à fédérer le tissu industriel et la recherche, à la fois civile et militaire. Toujours aujourd'hui, en pleine crise Covid, nous allons découvrir quelques-uns de ces projets et notamment comment les armées apportent leur soutien dans cette bataille. Gagner la lutte contre la Covid, la contribution du ministère des Armées, c'est notre sujet. Alors je vous invite évidemment à poser des questions tout au long de cette table ronde. Vous connaissez maintenant le principe. Sur le côté droit de votre écran, il y a une zone de discussion interactive et un onglet dédié aux questions. Voilà, c'est Pierre Julien qui va mener les échanges à nouveau. Je lui cède la parole. Oui, merci Vincent. Alors cette table ronde réunit aujourd'hui monsieur le médecin général inspecteur Jacques Escarment, anesthésiste réanimateur et commandant de l'EMRSSA, l'élément de réanimation au service de santé des armées. Monsieur le médecin chef des services Didier Lantéry, adjoint du chef de la division opération à la direction centrale du SSA. Monsieur le médecin en chef Christophe Martineau, professeur agrégé de l'école du Val-de-Grâce, responsable des activités cliniques au centre de transfusion sanguine des armées, le colonel Bruno Eluy, responsable territorial national au CPCO, le centre de planification et conduite des opérations, et madame l'ingénieure principale Amélie Barazzuti, manager de projet d'accélération pour l'Agence de l'innovation de défense. Vincent le disait, il est vrai que nous sommes confrontés encore à la menace de ce virus qui a déjà causé tant de victimes dans le monde, du plus anonyme aux personnalités les plus célèbres. Les services hospitaliers ont été dans de nombreuses régions de France à la limite de l'implosion. Le personnel civil, militaire, public, privé s'est retrouvé en première ligne. Fort heureusement, aujourd'hui, les dernières données semblent souligner que la pandémie est en recul. Le 16 novembre, on enregistrait plus de 4900 personnes en réanimation Covid. Ces derniers jours, on flirte plutôt avec les 3500, 3600, de quoi reprendre espoir alors que l'on est entré dans une nouvelle phase de deuxième déconfinement. Alors, à l'arrivée du virus en France, c'est vrai qu'en février, dans le Grand Est, puis de côté de Creil, l'armée, sur décision gouvernementale devant l'ampleur et la vitesse de propagation virale, a été appelée à la rescousse pour agir sur le terrain. Application de la règle, vous le savez, des 4 I, moyens civils inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles. Les médias s'en sont fait évidemment l'écho, comme en témoignent les extraits des différents reportages réalisés à l'époque que je vous propose de regarder. Les premiers rapatriés de Chine attendus à la mi-journée dans les Bouches-du-Rhône. Premiers rapatriés français, ils vont être confinés 2 semaines dans un camp de vacances à l'isolement. Des soldats en renfort des soignants, car les hôpitaux du Grand Est sont saturés. Manque de respirateurs, de soignants, de masques parfois. L'hôpital de campagne militaire est prêt à recevoir ses premiers patients. Les 30 lits sont réservés à des états graves et sous assistance respiratoire. J'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées, de lancer l'opération Résilience. Mercredi, 7 patients atteints du Covid-19 ont été transférés à bord d'un hélicoptère de l'armée de terre. Pour la première fois aujourd'hui, un A330 de l'armée de l'air évacue des patients infectés par le coronavirus.
Un dispositif d'exception déployé pour la première fois en France pour soulager des unités de réanimation saturées. Le Tonnerre a quitté les eaux de Corse pour rejoindre Marseille. Ce porte-hélicoptère de la Marine nationale française est venu chercher en fin de semaine 12 malades du coronavirus, jusque-là soignés à l'hôpital d'Ajaccio, pour les évacuer sur le continent. Cet avion de l'armée fait la navette entre Brest et Paris pour ramener les soignants venus renforcer les effectifs sur place. 5 millions de masques chirurgicaux entreposés dans ces hangars, dont la livraison est prévue au ministère de la Santé dès aujourd'hui. La Direction générale de l'armement pour aider les industriels à produire des masques grand public de qualité. À l'hôpital Bégin, plus de 5000 tests de détection du coronavirus ont été effectués en 5 mois. Au début de la crise, l'Agence de l'innovation de défense a lancé un appel à projets pour lutter contre la Covid-19. La DGA a mis en place plusieurs actions. Il y a eu déjà la plateforme de crise Covid avec un numéro vert accessible aux entreprises. Voilà, cet ennemi invisible au pouvoir terrifiant a amené Emmanuel Macron, président de la République, à souligner que comme face au terrorisme, notre pays était aussi en guerre. De nombreuses actions d'ampleur et inédites, on l'a vu à travers cette vidéo, ont donc été lancées au service des Français. Alors, je me tourne vers vous, colonel Eluy, vous qui avez commandé le premier RCP lors de Barkhane. On peut dire que vous avez été au sein du CPCO, vous avez connu un autre combat d'envergure, certes moins lointain. D'ailleurs, les armées françaises ont-elles revu la planification de leurs opérations pour agir à l'intérieur de leurs frontières? Alors, évidemment, la mission première des armées, c'est la défense du territoire national. Donc, devant cette menace nouvelle, dès le 31 janvier et l'évacuation des ressortissants à Wuhan, nous avons cherché comment adapter notre dispositif, nos processus à cette nouvelle crise et à cette menace. Comment nous avons fait? On s'est appuyé tout d'abord sur nos forces. Alors nos forces, c'est notre capacité d'anticipation, notre capacité à répondre vite, fort et sur des endroits ciblés à la menace. On s'est appuyé aussi sur un réseau territorial étendu. Donc nous avons du monde outre-mer, en métropole, qui couvre les 3 armées, les 3 milieux, et qui est soutenu par des directions et des services qui nous permettent d'être efficaces partout sur le territoire national. Et enfin, nos capacités matérielles qui sont uniques, mais insuffisantes pour couvrir l'ensemble de la crise. Donc tout le jeu, c'était de les mettre à disposition au bon endroit, au bon moment. Voilà, alors les Français ont appris à connaître, après Sentinelle, le mot résilience. Et justement, monsieur le médecin-chef Didier Lantéry, vous qui appartenez à la division opération, quelle a été la mobilisation du service de santé des armées? Son apport a été, on va le dire, des plus importants, surtout par son expérience et son expertise. Oui, en effet, le service de santé a comme mission essentielle le maintien de la capacité opérationnelle des forces armées. Il est dimensionné pour ça, il se prépare pour ça, et sa préparation opérationnelle lui confère un certain nombre d'atouts. N'oublions pas que le service de santé ne représente qu'1% de l'offre publique de soins en France. Et par conséquent, l'apport qu'il peut représenter ne se situe pas au niveau quantitatif, mais c'est bien au niveau de son expertise. En particulier, la mobilisation facilitée de l'ensemble de ces 5 composantes qui sont la médecine des forces, la médecine hospitalière, le ravitaillement, l'innovation et la recherche et la formation. Mais également, c'est sa capacité de commandement et sa réactivité. Et enfin, la maîtrise de nombreux savoir-faire techniques sous contrainte environnementale. Alors pendant la crise, le service de santé a continué à conduire sa mission principale de soutien des forces armées françaises en intégrant la menace Covid, mais il a participé activement, comme vous l'avez signalé, à la résilience de la nation et selon 4 lignes d'opération principales. La première, c'est ces hôpitaux d'instruction. N'oublions pas que les hôpitaux d'instruction des armées s'inscrivent dans le réseau public d'offres de soins et nos hôpitaux ont accueilli et soigné de nombreux patients Covid. Deuxième ligne d'opération, les renforcements zonaux et en particulier, on l'a vu dans votre reportage, l'établissement militaire de réanimation du service de santé des armées à Mulhouse, mais pas que à Mulhouse puisque nous en avons déployé également à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe. Et puis les transferts interzonaux
Alors, par voie aérienne avec Morphée, mais pas uniquement, puisqu'il y a également eu des transferts en hélicoptère, par voie maritime avec le porte-hélicoptère, et par voie ferrée, puisque nous avons participé à l'opération Chardon de transfert de patients par voie ferrée. Et quatrième ligne d'opération, des prêts et des dons de matériel au profit du ministère des Solidarités et de la Santé. Alors c'est vrai, hein, on s'en rend compte, hein, comme en opération, hein, il faut se réinventer, résilience. Vous avez amené, monsieur le médecin-chef des services Didier Lantéry, à aussi innover. Hein. Preuve, on a spécialement aménagé les nouveaux avions de transport et de ravitaillement, MRTT Phoenix et même A400M ont hérité ainsi d'une double, voire d'une triple vocation. Et on va pouvoir se faire une idée des modifications à travers quelques photos que vous allez pouvoir nous commenter. Alors oui, nous évacuons nos patients des théâtres d'opération lorsqu'ils sont nombreux par des vols collectifs, véritable service de réanimation volant, et on appelle ça l'opération Morphée, et c'était jusqu'à présent uniquement sur un Airbus A330 dit MRTT Phoenix. Nous avions prévu d'élargir la palette de nos moyens avec un nouveau vecteur qui est l'A400M, et disons que la crise Covid a accéléré le mouvement. Hein. Nous avons conduit ce qu'on appelle une adaptation capacitaire d'urgence, et dès le mois de mars, nous avons effectué une expérimentation qui a conduit à la mise en service opérationnel de cet avion en version médicalisée. C'était une grande première. C'était une première et nous l'avons utilisée depuis à plusieurs reprises, et en particulier tous les transferts aériens qui ont eu lieu lors de la deuxième vague ont été faits à bord de la 400M. Je parlais des opérations extérieures tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut aussi, sur le terrain, stabiliser les blessés les plus graves, hein, victimes d'IED, de tirs ennemis, en attendant de les transférer en France. Dans le cas de la Covid, vous étiez confronté à des malades, et c'est sur le territoire qu'un élément militaire de réanimation a été déployé en raison de la gravité de la situation dans le Grand Est. Alors, monsieur le médecin général inspecteur Jacques Escarment, vous pouvez nous présenter cet EMR SSA ? Le SSA, donc, c'est un service de réanimation de 30 lits déployés sous tente. Et qui met en œuvre des équipements qui ont été spécifiquement choisis pour fonctionner en milieu austère. Et c'est du matériel, mais aussi surtout ce sont des hommes, puisque 320 personnes du service du ministère de la Défense ont été déployées, essentiellement du monde hospitalier, du monde de l'anesthésie, de la réanimation, mais aussi des écoles de formation et de la médecine des forces qui est venue renforcer l'EMR. Alors on le voit, il y a quelques clichés qui passent là actuellement. En général, justement, à travers ça, on a une idée du nombre de patients qui ont pu être pris en charge ? Oui, l'EMR a pris en charge 47 patients pendant sa période de déploiement, ce qui représente à peu près 17% de l'activité de l'hôpital sur cette période. C'était des gens plutôt plus jeunes que ce qu'on pensait, 60 ans. Pris en charge pour des défaillances respiratoires aiguës, donc intubés, ventilés, sous anesthésie, et chez qui on a fait des gestes assez techniques, hein, des trachéotomies, on a fait des séances de cure de ventilation sur le ventre. Au total, ça représente à peu près 600 jours d'hospitalisation, donc c'est de la réanimation lourde. Alors bien sûr, le SSA a pu compter sur l'engagement d'un vaste éventail des armées et d'autres services d'ailleurs. Alors, toutes les composantes du service de santé, en fait, ont été engagées au sein de l'EMR, qui n'était qu'une partie de l'engagement du service de santé. Hein. Donc les hôpitaux, les forces, et puis tous les gens qui ont assuré le fonctionnement, c'est toute la cellule de ravitaillement sanitaire qui est importante. Ils ont mis au point cet hôpital à Orléans, ils ont participé au développement, et tout ça avec une unité particulière de l'armée de terre qui s'appelle le régiment médical, qui a été le maître d'œuvre de l'installation de l'EMR. En fait, pendant cette période, l'EMR a représenté un groupe, un potentiel technique qui permet de faire la différence quand la situation l'exige. Le service de santé était vraiment, lui, dans un combat à haute intensité à ce moment-là. Oui. En quoi le déploiement de cette EMR est réellement innovant ?
D'une part, le fait de déployer des services de réanimation sous tente, en soi, c'était une première. D'habitude, nous déployons plutôt des antennes chirurgicales pour faire de la chirurgie. Là, c'était pour faire de la réanimation. Donc ça, en soi, c'était une première. C'était aussi une première, parce que d'habitude, le service de santé vient en support d'une mission des armées. Là, c'était le contraire. La mission, c'était la mission du service de santé et toutes les armées étaient en support de notre action à Mulhouse, en particulier toute la chaîne Otiad. Et ça a été absolument remarquable parce que derrière, il y a des gens qu'on ne voyait pas, en particulier nos gardiens, ceux qui assuraient notre sécurité sur le site, tous les informaticiens. Là. Donc ça, c'était important. Ça, c'était une première. Deuxième chose, c'est innovant. Par le choix des équipements que nous avons fait, et en particulier un des gros enjeux de ce genre d'opération, c'est l'approvisionnement en oxygène. Il n'y a pas que celui-là, mais en oxygène. Et tous nos systèmes étaient redondants et en particulier nous avons mis en œuvre pour la première fois de grosses unités de production d'oxygène in situ que ne pouvait pas nous fournir simplement l'hôpital et qui nous ont donné une grande autonomie. Et ce sont des choses qui ont été utilisées pour la première fois et qui résultent d'un travail commun avec le service de santé allemand. Il a fallu aussi protéger le personnel, c'est-à-dire vous parliez tout à l'heure de technique, de matériel, mais aussi il y a tout ce côté psychologique, mental. Alors le facteur humain, là, donc ça a été aussi une grande démarche parce que nous avions deux enjeux dans cette mission, être au niveau technique attendu en termes de réanimation et le faire en sécurité. Sécurité pour tout le monde, le personnel, l'hôpital. Voilà. Et pour ça, nous avons mis en place, nous avons modifié nos organisations de travail avec une déconcentration des décisions, parce que quand on rentre dans une tente fermée, on voit plus, c'est compliqué, donc modification de nos process de travail, une spécialisation de certaines fonctions. Les gens faisaient un geste et un seul le faisaient pour tout le monde. Voilà. Et nous avons aussi fait attention à la manière dont la vie s'organisait en dehors de l'hôpital, de la structure hospitalière, en particulier sur le camp de base. Il fallait absolument que les gens puissent conserver un bon potentiel physique et mental. Le bien-être au travail. Le bien-être au travail. Et donc nous avons mis en place des séances de sport, nous avons fait intervenir des moniteurs de techniques d'optimisation du potentiel qui ont été fournis par le Centre national des sports de la Défense. Et nous avions en permanence avec nous une psychologue qui est restée toute la durée de la mission avec nous, qui tenait des groupes de parole et qui assurait un suivi de nos personnels. Ça, c'est très important, en sachant que tous ces personnels, c'était des personnels parfaitement expérimentés, qui avaient déjà fait beaucoup d'opérations extérieures, tous issus de la sphère d'anesthésie-réanimation du service de santé. Et malgré tout, c'est une mission qui était excessivement difficile, en particulier à cause des contraintes physiques et donc mentales. Donc on se rend compte un véritable défi. Alors c'est l'heure aussi de passer à une autre étape de notre table ronde avec vous, monsieur le médecin en chef Christophe Martineau. Je rappelle que vous êtes médecin-chef spécialiste dans le domaine de la transfusion sanguine. Je fais référence bien sûr à la recherche clinique. Elle se conjugue pour le bien de tout le monde. Bon, c'est vrai que le grand public pourrait croire ou craindrait plutôt de voir apparaître dans le circuit un docteur Folamour qui ferait n'importe quoi. En fait, tout est réglementé. En fait, déjà, en quoi consiste la recherche clinique ? Oui, alors effectivement, la recherche clinique, ça a une définition, mais c'est surtout un enthousiasme, c'est une envie de la part des professionnels de santé d'avoir une expérience, d'améliorer les connaissances médicales et biologiques. Cette définition légale, elle inscrit la recherche clinique dans un cadre réglementaire qui est très fixé. Et dans le Code de la santé publique, il est donc mentionné que la recherche clinique, c'est une recherche qui est pratiquée et organisée sur l'être humain en vue du développement de connaissances biologiques et médicales. Donc globalement, ça va être toutes les recherches qui sont pratiquées sur des malades, mais aussi sur des sujets sains, des candidats à la recherche, soit sur ces personnes elles-mêmes, mais aussi sur leurs produits, on va dire. Par exemple, pour la mise au point de tests diagnostiques sur des prélèvements sanguins, c'est aussi de la recherche clinique. Alors dans le service de santé des armées, la recherche clinique est aussi une priorité dont le but principal est
l'amélioration de la santé et de la disponibilité des militaires en adaptant la recherche clinique aux spécificités d'emploi de nos militaires. Et cette recherche, elle implique toutes les composantes, comme on en a parlé, du service de santé des armées, c'est-à-dire la médecine hospitalière, évidemment, mais aussi la médecine des forces. Et cette recherche clinique, elle peut aussi intervenir dans le ravitaillement sanitaire. Et les personnes qui sont impliquées sont aussi variées. C'est bien sûr les médecins en première ligne, mais aussi les paramédicaux qui sont des acteurs importants de la recherche clinique en France. Et cette recherche peut rapidement obtenir des résultats ? C'est très variable, ça dépend de l'ambition de la recherche, de la question posée. Évidemment, si on veut valider un test clinique comme nos camarades de l'hôpital Bégin ont pu le faire, ça peut être assez rapide de mettre en œuvre la recherche clinique avec les étapes réglementaires qui ont pu être accélérées, par exemple, en contexte Covid et en particulier avec l'aide de l'AID. Et puis des recherches peuvent être beaucoup plus longues quand la question est beaucoup plus compliquée, la maladie plus rare, et elle peut s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. Ce qui est intéressant dans la crise Covid, c'est que toute la partie réglementaire, elle a pu être accélérée par l'implication de tous, la focalisation de tous sur cette crise, et des étapes qui parfois prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, ont pu être raccourcies et aboutir à une recherche clinique mise en place réglementairement, ça c'est très important pour la sécurité de tous, mise en place rapide, réglementaire, dans un délai de quelques semaines. Alors vous le dites, les parties prenantes ont été forcément nombreuses. Les participants doivent être obligatoirement dans la boucle pour assurer le succès et la conformité des essais. Exactement. Toute la recherche clinique obéit aux mêmes règles, quel que soit le domaine de la recherche clinique. C'est-à-dire que la recherche clinique dans le service de santé des armées n'obéit pas à des règles qui ne seraient pas des règles du service de santé des armées. Et les intervenants de la recherche clinique sont toujours les mêmes, quel que soit le domaine. Premièrement, les investigateurs, évidemment, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'origine de la recherche, qui vont avoir l'idée, qui vont mener les investigations, qui vont recruter les patients, faire les tests sanguins. Ça, c'est les investigateurs. Ensuite, il y a le promoteur qui est très important, c'est celui qui va garantir la recherche, c'est celui qui est le responsable, qui est le propriétaire de la recherche. Donc en l'occurrence, pour le service de santé des armées, c'est la direction centrale du service de santé des armées qui est le promoteur, et en particulier le promoteur est responsable de l'assurance de la recherche. Le troisième acteur, c'est un groupe d'acteurs, en fait c'est les acteurs réglementaires, les instances réglementaires, et en France on en a trois importantes. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui va étudier les projets de recherche clinique et donner l'autorisation de mener l'essai clinique. Le deuxième intervenant très important, ce sont les comités de protection des personnes qui vérifient que le protocole de recherche clinique est conforme à la déontologie et à l'éthique et à la protection des personnes, que les candidats à cette recherche ne sont pas contraints. Et le troisième acteur, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui va garantir que les données qu'on va colléger durant cette recherche ne sont pas éparpillées et sont bien protégées. Puis enfin, le dernier acteur qu'il ne faut pas oublier, c'est les candidats de la recherche, que ce soit les patients ou les volontaires sains. Et là, il est très important dans la recherche clinique que ce dernier acteur, l'acteur, finalement le candidat, l'objet de la recherche, soit parfaitement informé et une partie très importante de notre recherche, puisque sans participants, malheureusement, on peut avoir fait tous les projets qu'on veut. S'il n'y a pas de participants, il n'y a pas de résultat. Donc on voit bien, il faut des volontaires, et des volontaires, peut-être nous en avons, qui ont posé des questions. Je me retourne vers vous, Vincent, je viens aux nouvelles. Écoutez, nous en avons un au moins. On a une question sans doute pour le colonel Éluy, donc je vais lui poser. Voilà. Où s'est joué le volet armé de la gestion de la crise Covid ? Dans un centre opérationnel du commandement territoire national ou davantage au CPCO ? Alors la conduite des opérations se conduit au CPCO, c'est son métier principal. Et on s'est appuyé sur cette crise sur la chaîne OTIAD, dans l'organisation territoriale interarmée de défense. Le commandement territoire national, c'est un état-major de l'armée de terre, alors qui nous appuie sur l'ensemble des planifications, qui a beaucoup aidé dans cette crise en fournissant des spécialistes, que ce soit dans les états-majors centraux, y compris au ministère de la Santé, mais aussi en région ou même chez nous au CPCO, pour appuyer notre effort. Très bien, écoutez, on a parlé de cette crise et de cette gestion de crise. On va maintenant aborder ce fameux appel à projet mené par l'Agence Innovation Défense. Et pour bien comprendre l'ampleur du dispositif, on regarde tout d'abord quelques images. Le 19 mars 2020, pour répondre à l'urgence posée par la lutte contre la Covid, le ministère des Armées, via l'Agence de l'Innovation de Défense, a lancé un appel à projets de solutions innovantes.
L'enjeu pour le ministère, recueillir rapidement des solutions auprès des opérateurs académiques, de l'écosystème industriel français, start-up, PME, et des personnels du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale. Le succès a été au rendez-vous. En un mois, ce ne sont pas moins de 2580 projets qui ont été recueillis et évalués selon 3 critères de sélection primordiaux. L'impact attendu pour la population, les cycles de décision ou les personnels de santé, la crédibilité et la faisabilité du projet, le calendrier pour accélérer l'innovation et permettre une mise en œuvre rapide. Grâce à une forte mobilisation de l'écosystème interne et externe du ministère des Armées, 37 projets ont ainsi été sélectionnés pour un budget alloué global de 10 millions d'euros autour de plusieurs thématiques. Diagnostic et détection sur l'homme et dans l'environnement, décontamination air et surface, matériel médical, protection du personnel de soins, gestion de crise pour aider à la prise de décision, prise en charge médicale. Chaque projet sélectionné est accompagné par une équipe pluridisciplinaire du ministère pour assurer sa concrétisation. La démarche d'accélération des projets d'innovation, conduite par l'Agence de l'innovation de défense, a permis à certains projets d'être déjà commercialisés et disponibles pour lutter contre la seconde vague de la pandémie. Voilà, alors commandant Amélie Barazzuti, vous êtes manager de projet dans le cadre de l'Agence de l'innovation de défense, ingénieur principal. La multiplication de ces initiatives démontre que vous et vos collègues sont lancés dans une formidable aventure. Et j'allais dire, je vais prendre la formule de mon ami Michel Chevalet. Comment ça marche et pourquoi ça marche aussi bien d'ailleurs ? Alors effectivement, dans l'exécution de cet appel à projet pour la lutte contre la Covid-19, on a été un peu victime de notre succès avec un grand nombre de dossiers à analyser en très peu de temps. Mais en même temps, ça a permis d'illustrer une facette très importante de l'Agence de l'innovation de défense qui est celle d'un chef d'orchestre de l'innovation capable de mobiliser rapidement un grand nombre d'acteurs, des experts techniques, des experts opérationnels, le tissu académique, le tissu industriel autour de l'innovation. Et après, ce qui est très important à souligner aussi sur cet appel à projet, c'est que c'est pas l'AID toute seule. L'AID toute seule, elle n'aurait pas réussi. C'est cet appel à projet, c'est le service de santé des armées, la direction générale de l'armement, les états-majors, direction et services, les labs d'armée, le commissariat, etc. Et j'en oublie certainement. Après, comment on fait en fait, l'appel à projet, comment ça marche, voilà. Alors, en fait, l'appel à projet qu'on a lancé, et c'est une bonne démonstration de la façon du nouveau fonctionnement de l'innovation de défense, tel que d'ailleurs il est décrit maintenant dans l'instruction ministérielle de l'innovation de défense, qui était au moment du lancement de l'AAP encore en validation, puisqu'elle est datée du 7 mai. L'appel à projet, il a aussi permis de montrer la complémentarité entre le mode planifié, l'innovation planifiée, ce qu'on appelait avant des études AMO notamment, et puis l'innovation ouverte, et également de montrer tout l'intérêt des dispositifs de soutien à l'innovation et d'encouragement tels que les dispositifs rapides, c'est le régime d'appui pour l'innovation duale, ou le dispositif Astrid, accompagnement spécifique pour la recherche et l'innovation de défense. Voilà, ça a montré cette complémentarité et l'importance de ces dispositifs parce que ça permet au tissu académique, au tissu industriel et à l'innovation d'être disponible au moment où on en a le plus besoin et typiquement pendant cette crise Covid. Alors comment vous avez quand même mentionné victime du succès, je crois qu'on a cité le chiffre de près de 2600 réponses. Comment avez-vous pu faire face à ce volume ? Alors déjà, c'est vrai que quand on a vu arriver l'afflux de projets, on a vite gonflé les équipes de l'appel à projet Covid. Et ça n'a pas été difficile puisqu'on avait un grand nombre de volontaires, un peu de tous les horizons du MINARM, qui voulaient nous aider avec des fonctions très diverses et variées, des acheteurs, des experts techniques, des experts opérationnels, etc. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'on aurait dû restreindre le périmètre de l'appel à projet ? Non, parce qu'en fait, si on l'avait restreint, on serait passé à côté de projets très intéressants. Et quand on voit la grande diversité des projets qu'on soutient, du test de diagnostic aux respirateurs innovants, en passant par des aides à la décision, des expérimentations de visière, etc., on aurait forcément raté de beaux projets, donc pas de regret. Passons justement à la découverte de certains projets retenus avec vous, Vincent. Absolument. Alors, parmi tous ces projets, voici une idée simple et originale qui nous vient de l'Isère. L'Isère où des médecins, des labos, une université et j'ose le dire des bidouilleurs de génie ont trouvé cette solution, une bulle. Je suis avec le docteur Viglino qui est médecin urgentiste au CHU de Grenoble. Alors quelles sont les caractéristiques de cette bulle ?
Oui, merci. Effectivement, c'est simple, c'est une idée qu'on a eue qui n'existait pas, qui est d'isoler la tête du patient parce que c'est là que sont émises toutes les particules potentiellement contaminantes. Et donc c'est une bulle qui se fixe sur le patient, qui est souple, légère et qui est en aspiration filtrée. Alors, quels sont les bénéfices attendus de cette bulle? Alors, en réalité, en médecine préhospitalière, on ne peut pas prendre exactement toutes les précautions qu'on prend en dehors. Par exemple, les distances et donc les masques du personnel soignant ou des patients ne suffisent pas forcément. On peut aussi avoir à administrer des traitements par gaz, des nébulisations aux patients et ça favorise la dispersion. Donc ce dispositif, en se fixant sur le patient, permet d'accompagner le parcours du patient, que ce soit par un hélicoptère qui transporte ou qui fait des évacuations, puis une ambulance éventuellement jusqu'au service hospitalier. Alors pour reprendre les propos de Pierre Julien parodiant Michel Chevalet, comment ça marche ? C'est assez simple. Donc la bulle se fixe sur le patient. Elle n'est pas totalement étanche et il y a des entrées d'air qui viennent de cette imperfection d'étanchéité. Il y a un système d'aspiration qui a un débit suffisant pour éviter que des particules ressortent. Et donc cette aspiration est dirigée vers un filtre qui permet de filtrer pas seulement le Covid, les virus, les bactéries. Donc c'est valable pour toutes les infections transmissibles par voie respiratoire et puis c'est évacué vers la machine avec un air décontaminé. Si on arrive dans une ambulance équipée ou à l'hôpital, on peut également brancher le système sur le vide hospitalier, ce qui permet d'être en état stationnaire et ne pas dépendre de la batterie, même si elle a une bonne autonomie. Et puis en cas d'urgence, il ne faut pas l'oublier, on peut accéder quasiment instantanément à la tête du patient pour faire des soins. Voilà, ça s'ouvre tout seul. Très bien. Alors, c'est une innovation que vous avez créée, développée avec plusieurs organismes. Vous pouvez nous en parler ? Oui, grâce à l'écosystème grenoblois, donc le CHU de Grenoble avec le SAMU de l'Isère et les urgences, on s'est fait aider par le laboratoire GESCOP de l'INP Grenoble et puis les laboratoires de recherche du CHU de Grenoble appartenant à l'Université Grenoble-Alpes, le laboratoire Team CIMAC qui est un laboratoire grenoblois et le laboratoire INSERM HP2, tous les deux des laboratoires spécialisés dans la recherche médicale. Et en termes de déploiement, on en est où ? Ce modèle est actuellement fabriqué par notre partenaire Tannic, donc c'est un modèle quasiment commercial, diffusable prochainement. Et puis on passe à l'étude clinique qui a besoin encore de démarches réglementaires pour valider l'utilisation en recherche clinique. Voilà, donc on a un exemple de quelque chose qui a été développé rapidement, qui est fiable, qui est adaptable, qui est très abordable. Donc c'est vraiment tous les critères d'une bonne innovation. Donc merci infiniment de nous l'avoir présenté. Et je vous propose maintenant de découvrir la création d'un outil numérique d'aide à la décision qui a été fort utile en période de crise. Regardez. Le projet ONADAP a été soutenu grâce à un appel à projet de solutions innovantes lancé par le ministère des Armées à travers l'Agence de l'innovation de défense. Il s'appuie sur une collaboration étroite et de longue date entre le Centre Borelli et l'hôpital d'instruction des armées de Percy. En cette période de crise Covid-19, l'hôpital d'instruction des armées Percy, comme tous les hôpitaux, a dû faire face à des problèmes d'organisation et de gestion sans précédent. L'afflux des patients, bien sûr, mais surtout l'infection des personnels, qui nous obligeait à nous réorganiser au quotidien. Il nous fallait des solutions utiles et rapide. Très vite au début on a monté une hotline téléphonique dont le but c'était de permettre au personnel symptomatique d'appeler, de se faire recenser. Donc on leur posait des questions sur leurs symptômes, leur service d'appartenance, leurs arrêts de travail éventuels. Au début on n'avait pas de tests, donc quand c'est arrivé on a incrémenté avec les résultats des tests. Tout ça, ça nous permettait d'avoir ensuite une grosse base de données à partir de laquelle on pouvait se poser des questions. Qui est infecté, quel endroit dans l'hôpital, quels sont éventuellement les symptômes, quels sont les arrêts de travail, sur combien d'effectifs on peut compter. Nous avions rapidement identifié notre besoin, comment traiter, analyser ces masses de données. Le service de santé des armées s'est rapproché du centre de recherche Borelli afin de trouver une solution qui permette la modélisation de ces données et mesures. L'outil ONADAP s'articule autour de 3 thèmes principaux. Un volet personnel dont l'objectif est de fournir aux décisionnaires la possibilité d'évaluer l'état de santé de leur structure à travers celui du personnel. Un volet patient dont l'objectif est d'alerter sur des potentielles zones non dédiées à travers lesquelles des patients contaminés auraient pu transiter. Et un volet modélisation et aide à la décision dont l'objectif est ici de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle sur les données présentes pour fournir aux décisionnaires des indicateurs sophistiqués sur l'état de santé de leur structure. ONADAP nous a également aidé pour l'étude de l'immunisation des personnels contre le virus responsable de la Covid-19. Nous avons fait appel à l'Institut de recherche biomédicale des armées
avec l'aide du laboratoire de biologie de l'HIA-Percy, afin d'avoir le suivi de l'immunité des personnels. Grâce à ONADAP, nous avons pu lancer une étude séroépidémiologique sur cette cohorte de soignants de l'hôpital Percy, en étudiant au temps initiaux la réponse immunitaire et en la suivant à 3, 6 et 12 mois. L'objectif futur pour ONADAP, c'est de le rendre plus modulable, plus personnalisable, afin que d'autres établissements puissent l'utiliser et qu'il puisse servir aussi dans le cadre d'autres crises auxquelles on pourrait faire face à l'avenir. Voilà, alors une bulle grenobloise, un outil numérique d'organisation très efficace, 2 exemples formidables qui proviennent d'ailleurs avec une contribution du civil. On l'a vu tout à l'heure, 13 des 37 projets sont issus de l'imagination, de l'expérience des personnels aussi du ministère des Armées ou de la Gendarmerie nationale. Je ferai un parallèle avec les forces spéciales qui, en fonction de leur rétex, développent ou font développer de nouveaux atouts pour réaliser au mieux leur mission. Alors Amélie Barazzutti, comment peut-on faire de l'innovation participative, déjà armée-gendarmerie? Alors déjà, une petite précision, l'innovation participative, ce n'est pas du tout spécifique à l'appel à projet Covid. C'est un dispositif qui existe depuis longtemps. Avant, ça s'appelait Mission pour l'innovation participative. Ça s'adresse au personnel du ministère des Armées ou de la Gendarmerie nationale, tout grade et toute fonction. Et ça permet d'apporter un soutien financier, mais pas uniquement financier, aussi en termes de propriété intellectuelle ou de préparation du passage à l'échelle, par exemple. Hors cadre de l'AP, un innovateur du ministère des Armées ou de la Gendarmerie nationale peut déposer un projet au fil de l'eau, sur le guichet unique ou bien en passant par des référents innovation ouverte au sein des états-majors, directions et services. Les projets ne dépassent pas 100 000 €, c'est une des limites. Et une fois qu'un projet d'innovation est retenu, cet innovateur est mis en contact avec un correspondant de la cellule innovation participative de l'Agence d'innovation de défense. Ça lui permet d'avoir un accompagnement de bout en bout jusqu'au terme du projet. Donc ce correspondant-CIP suit le projet en lien avec les relais innovation qui sont dans chaque armée pour les aspects administratifs, juridiques, etc. Mais l'innovation, ça fonctionne aussi entre ministères. Alors c'est vrai que dans le cadre de la Covid, on pense à celui de la santé. Oui, alors donc déjà l'AID travaille naturellement avec l'ANR et le MESRI parce que l'innovation c'est aussi de la recherche, c'est aussi soutenir l'émergence de nouvelles technologies. Mais l'appel à projet Covid a effectivement permis de renforcer certains liens et de tisser de nouveaux liens avec des ministères. Et notamment le projet WakeCo qu'on va voir juste après est une belle illustration de coopération entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère des Armées puisque cette plateforme a été intégrée à la plateforme Covid-19 du ministère des Solidarités et de la Santé à peu près vers mi-avril. Et ce projet est porté par le SGA et l'Institut de recherche biomédicale des armées du SSA. Alors précisément, ce projet Wake & Co, ce projet d'innovation participative, je vous propose qu'on le découvre en images. Disposer d'informations vraiment pertinentes et détenir au plus vite une vision d'ensemble sur un sujet donné, un besoin primordial pour le monde de la recherche en période de crise. Le projet Wake & Co a été lancé par le ministère des Armées en mars 2020 en co-construction avec les chercheurs du service de santé des armées, du secrétariat général pour l'administration et avec le soutien financier de l'Agence de l'innovation de défense. Wake & Co est une plateforme numérique de recherche et d'analyse de documents scientifiques basée sur les technologies Big Data et d'intelligence artificielle. Son objectif, faciliter et optimiser le travail de recherche des chercheurs et du corps médical sur un seul et même outil. Déployée en moins d'1 mois, la plateforme rassemble l'intégralité de la documentation scientifique et des essais cliniques réalisés partout dans le monde. On y trouve pas moins de 800 000 publications, dont environ 100 000 concernant la crise de la Covid-19. Il est aujourd'hui hébergé sur le site de la cellule de crise du ministère des Solidarités et de la Santé à cette adresse: https://covid-19.santé.gouv.fr/veille. Et ce projet ne se limite pas à la Covid-19. Wake & Co est utilisé dans de nombreuses recherches sur des épidémies telles qu'Ebola ou la rougeole en Afrique. Une nouvelle extension de la plateforme est en développement dans le but de référencer les publications du domaine de la data science et de l'IA. Voilà, alors je vais me tourner vers vous, médecin-chef Martineau. L'innovation participative est également très prometteuse dans le domaine de la prise en charge médicale. Alors parlez-nous, vous, du projet Plasco SSA. Alors un petit tableau d'ailleurs va nous indiquer les différentes parties prenantes, mais surtout qu'apporte-t-il de plus au profit des malades contaminés ?
Effectivement, le projet PLASCO-SSA, donc qui signifie plasma, qui est l'acronyme pour plasma de convalescent du service de santé des armées. Alors le plasma, pour ceux qui l'ignorent, c'est la partie liquide du sang. Hein. Le sang est divisable en 3 grands éléments, on va dire, les globules rouges, les leucocytes, les globules blancs et le plasma. Donc le plasma est un produit sanguin labile, et l'investigateur principal du projet PLASCO-SSA est le Centre de transfusion sanguine des armées, qui est l'opérateur militaire de la transfusion sanguine. Et cet opérateur militaire de la transfusion sanguine est un spécialiste depuis fort longtemps du plasma, puisqu'il est l'un des 3 opérateurs au monde à développer du plasma, à préparer du plasma lyophilisé. Alors le plasma et les maladies infectieuses, c'est une vieille histoire, puisque les premiers essais de plasma dans le traitement des maladies infectieuses datent de la fin de la Première Guerre mondiale avec la grippe espagnole en 1919, et c'est justement des médecins militaires américains qui avaient utilisé ce plasma de convalescents pour traiter les malades de la grippe espagnole. Et plus récemment dans l'histoire, la prise en charge des malades d'Ebola en Afrique de l'Ouest a été aussi basée sur l'utilisation du plasma de convalescents, et le service de santé des armées participe à des essais sur le plasma de convalescents dans les maladies infectieuses en région tropicale. Donc tout naturellement, le service de santé et le CTSA se sont tournés vers l'AID pour porter un projet d'essai clinique utilisant le plasma de convalescents. Donc ce plasma de convalescents, il est caractérisé en fait par la présence à l'intérieur du plasma d'anticorps qui ont été développés par les malades, donc les convalescents, qui vont donner leur sang au centre de transfusion sanguine des armées. Et dans ce sang, on va séparer le plasma des globules rouges. Et dans le plasma, les anticorps vont pouvoir permettre, on espère, chez les malades, de diminuer la sévérité de la maladie et de diminuer peut-être la mortalité globale de la maladie. Donc, comme vous voyez sur cette diapo, le projet PLASCO-SSA est un projet fédératif avec de très nombreux partenaires. Les 4 principaux hôpitaux d'instruction des armées, que sont l'hôpital Percy à Clamart, Bégin à Saint-Mandé, l'Aveyron à Marseille et Sainte-Anne à Toulon, le centre de transfusion sanguine des armées, mais aussi l'Institut de recherche biomédicale des armées, l'Université de Grenoble qui nous aide dans la prise en charge globale de l'essai clinique, et puis la direction centrale du service de santé des armées avec la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation. Donc le but est de traiter 40 malades et de montrer qu'avec le plasma de convalescent, on a une diminution de la sévérité de la maladie et peut-être une diminution de la mortalité. Oui, alors l'appel à projet, c'était mars-avril, commandant Barazzuti. Est-ce que cette démarche porte déjà ses fruits à peine quelques mois après pour la deuxième vague, j'aimerais dire la seconde vague, évidemment? Donc là, c'est vrai, on vient de voir 4 projets soutenus dans le cadre de l'appel à projet Covid, et on aimerait bien parler de tous les projets. Mais en gros, donc en résumé, la situation actuelle, on a 37 projets qui étaient partis au début. On a presque la moitié qui est terminée aujourd'hui. On a essuyé 2 abandons, ce qui n'est pas du tout anormal pour de l'innovation, qui présente sa part de risque. Donc on peut, parmi les résultats intéressants, on peut dire que donc on a soutenu avec cet appel à projet le premier test salivaire qui est reconnu aujourd'hui par la HAS et puis qui est marqué CE. Quasiment l'intégralité des tests de diagnostic qu'on soutient ont obtenu leur marquage CE. 2 d'entre eux sont d'ailleurs déjà listés sur la plateforme Covid du ministère des Solidarités et de la Santé. Voilà. On a des essais cliniques en cours, donc comme l'expliquait le médecin en chef Martineau sur par exemple PLASCO-SSA, mais le respirateur Maker aussi est en cours d'essais cliniques. Et donc les essais cliniques dans un cadre, dans une utilisation encadrée et réglementée, permet tout de même d'utiliser une innovation pour le bien des patients. Voilà. Et enfin, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'une partie des projets contribue à l'augmentation et l'amélioration de la connaissance avec des publications qui sont en cours de review ou déjà publiées et puis des brevets en perspective. Très bien, on se doute que les armées se tiennent prêtes pour la suite. À propos de suite, Vincent, vous avez peut-être des questions ? Oui, nous avons une question et pour la suite, ce sera une question pour vous, commandant Barazzuti. Au-delà de la crise Covid-19, est-ce que le ministère des Armées souhaite continuer à soutenir l'innovation dans le domaine de la santé? Et est-ce qu'il y aura d'autres projets soutenus par l'AID au-delà de l'innovation participative?
Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la deuxième partie, mais pour la première partie de la question, donc on a des projets dans le domaine de la santé et du NRBC aussi également. Donc il y a une partie de l'innovation, des projets d'innovation qui seront sur cette thématique effectivement, mais en se rapprochant, en se recentrant sur les missions principales du ministère des Armées, donc se centrant sur les besoins militaires. Voilà. Pour la deuxième partie, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Cette expérience Covid a généré une démarche supplémentaire d'innovation au niveau du ministère? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres projets actuellement soutenus au-delà de l'innovation participative par l'AID? Ah bah oui, bien sûr, oui, parce que l'innovation participative, c'est un type de projet que soutient l'AID, mais donc moi, je suis plutôt en charge de projets d'accélération d'innovation, donc c'est typiquement le projet Bulle avec l'Université de Grenoble, et tous les projets de l'appel, sur les 37 projets de l'appel à projet Covid, on en avait seulement 13 qui étaient innovation participative, le reste, ce sont des projets différents. Et puis après, il y a tous les dispositifs dont j'ai parlé un petit peu au tout début, les dispositifs d'accompagnement de l'innovation, les rapides, les Astrid, il y a les soutiens des thèses, et puis on a aussi tout ce qui est innovation planifiée, bien sûr, qui est en lien avec l'Agence d'innovation de défense, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Pierre. Je vous repasse la parole pour conclure. Voilà, on arrive au terme de cette table ronde et à notre séquence hashtag, un mot, une phrase. En fait, ce que vous, intervenants, souhaitez mettre en avant, ce qui résume en fait l'essentiel des différents moyens humains, techniques pouvant triompher de ce virus. Alors je commence par vous, médecin-chef Martineau. Alors, le petit carton et le mot. Merci. J'ai choisi coordination, puisqu'on voit bien qu'il y a de très nombreuses initiatives quand on a une crise qui apparaît, qui survient. Et la coordination, c'est vraiment, à mon sens, une part très importante pour l'efficacité d'un projet. C'est ce qui permet à 2 + 2 de faire 5, par exemple. Médecin général Escarment. Alors moi, ce n'est pas un mot, mais le sigle de l'EMR pour l'engagement militaire au service de la résilience. Voilà, et ce sont 3 qualités qui ont été fondamentales pour nous. Voilà, médecin-chef de service intérim. Alors moi, c'est l'adaptation, puisque c'est le propre du service de santé que de s'adapter, quel que soit le cadre de la mission, et c'est ce qui a été fait précisément pendant Résilience. Même punition pour vous, colonel, et lui? Donc pour moi, c'est la réactivité, puisque c'est pour saluer l'engagement immédiat de l'ensemble des militaires et civils du ministère au service de la population. Et votre choix, commandant Barazzutti? Donc moi, c'est équipe. Donc je reviens à mon discours du début. C'est le succès de l'appel à projet, c'est avant tout parce que c'est un travail d'équipe à l'échelle du ministère des Armées. Voilà. Vincent, peut-être un petit mot justement pour bien conclure cette table ronde très intéressante. Très intéressante, absolument. Et moi, je dirais tout simplement hashtag santé, puisque évidemment, nous y aspirons tous et nul doute que dans quelques semaines, quand nous allons souhaiter à nos proches une bonne santé pour l'année qui vient, nous le dirons encore plus en conscience qu'en janvier dernier. Voilà, bon appétit à tous. On se retrouve à 14h pour une table ronde intitulée « Gagner la bataille de l'énergie ». À tout à l'heure.